Quand je dis qu'il faut y aller à fond, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, il y aura du twist, il y aura du rebondissement. Peut-être que certains trouveront ça too much ou un peu rocambolesque. D'autres diront, c'est génial parce que j'apprends plein de trucs et en plus, ça m'a retourné la tête. Enfin, les écrivains qui vendent beaucoup, ils vendent parfois 1 million de livres par an, 500 000. Donc c'est comme si on disait que les chanteurs qui remplissent le Stade de France, c'est vraiment des mauvais et que ceux qui jouent devant les salles vides, c'est vraiment des stars, quoi. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Booksider, le rendez-vous littéraire hebdomadaire de Loopsider. Je suis Marine, vous pouvez me suivre sur Idylle Culturelle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Michel Bussy, qui est un auteur à succès et on va pouvoir découvrir aussi l'homme qui se cache derrière ses livres et ses secrets d'écriture. Alors, défenseur de la littérature populaire et auteur à succès depuis une dizaine d'années, actuellement tu es en lice pour plusieurs prix littéraires, le Renaudot des lycéens et le prix Giono. Pourquoi tu as écrit sur le génocide du Rwanda ? Alors déjà, on dit le génocide des Tutsis au Rwanda. Parce que c'est important parce qu'en fait, longtemps on a dit effectivement le génocide du Rwanda ou le génocide rwandais. Et en fait, non, c'est comme si on disait le génocide allemand ou le génocide français. En fait, non, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et alors c'est assez récent en fait que les historiens se sont mis d'accord. Même longtemps on disait le génocide des Tutsis au Rwanda et des Hutus modérés. Et en fait, non, en fait, le génocide concerne les Tutsis, les Hutus modérés qui ont été tués, c'est comme si on disait le génocide des Juifs et des résistants français, ce qui n'aurait pas de sens. Donc voilà, donc c'est le génocide des Tutsis. Je suis désolé, hein, mais c'est important parce que c'est évidemment un enjeu très important pour les victimes du génocide, pour ceux qui travaillent pour la mémoire des victimes, que d'utiliser les mots du génocide Tutsi, des Tutsis. Voilà. Alors après, pourquoi moi, j'étais professeur de géographie politique dans une autre vie avant d'être écrivain, et donc j'étais recruté en 93-94, donc au moment du génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc comment dire, pour enseigner aux étudiants, le génocide m'a semblé un élément absolument fondamental pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était vraiment une question de construction des identités. Les Hutus et les Tutsis, il faut le rappeler, parlent la même langue, le Kinyarwanda, sont tous catholiques, habitaient les mêmes communes, les mêmes territoires, donc il n'y avait pas de raison objective, comme dans la plupart des génocides, de tuer l'un des groupes sociaux, d'une part. Et puis d'autre part, la France était présente militairement au Rwanda avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide. Et donc, une grande partie du traitement médiatique du génocide par la France, par les médias français ou de la parole publique française, était très différente généralement, notamment de la presse internationale, anglo-saxonne notamment. Donc c'était intéressant pour des étudiants en politique de voir comment un même enjeu, un génocide qui a fait 1 million de morts, peut être traité très différemment, et en particulier comment la presse française donne un récit qui n'est pas celui qui est le récit majoritaire, en tout cas dans le monde. Donc ça, évidemment, ça passionnait les étudiants, et moi-même, je me suis passionné pour ce récit. J'ai beaucoup travaillé sur la démocratie en Afrique, en encadrant des thèses, notamment d'étudiants africains, sur la démocratie en Afrique, et du coup, quand je suis devenu écrivain, donc dans les années, milieu des années 2000 à peu près, j'ai commencé à avoir l'idée d'une fiction qui se déroulerait au Rwanda, mais qui serait une fiction à l'inverse un petit peu des récits vraiment politiques, de géopolitique, voire d'action, d'espionnage, sur quelque part les dessous du génocide, les dessous militaires. Et donc créer 2 héroïnes, Espérance, une jeune démocrate rwandaise, un prof de maths anonyme, et un militaire anonyme français, donc Yorick, qui serait un parachutiste, arrivé au Rwanda en octobre 90, et ils vont se rencontrer, ils vont avoir une aventure amoureuse, ils vont avoir une fille, et ils vont traverser toute la grande histoire à travers leurs relations tumultueuses et passionnelles. Je reviendrai tout à l'heure sur ce titre justement, mais j'avais envie de te demander pourquoi les écrivains qui vendent beaucoup sont aimés des lecteurs et pas vraiment de la critique, en France en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de cette question ? Alors oui, c'est vrai que c'est une question un peu particulière. C'est comme si on se disait que les écrivains qui vendent beaucoup, ils vendent parfois 1 million de livres par an, 500 000. Donc c'est comme si on disait que les chanteurs qui remplissent le Stade de France, c'est vraiment des mauvais, et que ceux qui jouent devant les salles vides, c'est vraiment des stars, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est vrai qu'il y a vraiment presque que la littérature où il y a ce statut où finalement souvent les écrivains les mieux aimés de la critique sont parfois les écrivains qui vendent très très peu, et que alors ça c'est pas très grave, on peut être évidemment très très talentueux et ne pas être reconnu par le public. Par contre, que effectivement des écrivains extrêmement populaires qui vendent énormément de livres, on leur dénie
parfois tout talent littéraire. Ça, c'est un peu gênant parce que, comme je disais, c'est comme dire que des artistes qui sont reconnus par le public n'ont pas de talent. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. C'est un peu français, c'est un peu lié aussi à la littérature, même si on sait bien qu'au cinéma, c'est un peu le cas. Parfois, hein, des comédies qui vont faire des millions et des millions de spectateurs vont être un peu boudées par les Césars ou par les Oscars. Bon, c'est un petit peu dans la nature qu'il faut aborder des sujets sérieux, des sujets dramatiques pour quelque part montrer qu'on est capable de soi-même d'être sérieux, d'aborder des sujets graves et donc peut-être de concourir au prix, hein, que ce soit les Césars au cinéma ou le Goncourt ou le Renaudot. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Après, je pense que comment dire, moi, par exemple, qui défends la littérature populaire, j'ai écrit sur le génocide des Tutsis, donc quelque part, je m'inscris dans la rentrée littéraire, je suis sur la liste du Renaudot. Quelque part, je savais qu'avec un sujet tel que celui-ci, il y avait plus, quelque part, de chances que je figure dans la rentrée littéraire qu'avec un pur thriller qui ne traiterait pas d'un thème historique grave, etc. Bon, quelque part, on peut se dire que c'est aussi un petit peu logique et qui a une forme de sérieux. Tu aimes nous faire voyager à la fois dans des lieux, mais aussi dans des genres littéraires. D'où te vient ce goût pour la géographie électorale que tu as évoquée tout à l'heure et qu'est-ce que ça veut dire, la géographie électorale? La géographie électorale, c'est un truc un peu particulier, c'est vraiment une niche, hein, c'est là que j'ai fait mes recherches au départ. Ça consiste essentiellement à faire des cartes des votes. Par exemple, moi je suis arrivé là-dessus dans les années 90 notamment, et on a été un peu les premiers à montrer que par exemple les gens en ville, enfin très simple, hein, votaient un petit peu différemment des gens qui étaient en périphérie des villes. On a été un peu par exemple les premiers à montrer que les votes pour le Rassemblement national étaient très importants dès qu'on s'est noyé de la ville, dans les fameux espaces périphériques dont on parle beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est les cartes qui ont permis de le montrer avec beaucoup de finesse, et donc finalement après on en vient à se poser la question, pourquoi est-ce que des gens qui habitent à 20-30 km de la ville, dans des endroits où par exemple il y a rarement des étrangers, votent souvent à 60-70% pour le Rassemblement national, et donc quelque part voilà, ça permet d'analyser ou de comparer ces cartes avec la profession des gens, leur métier, est-ce qu'il y a plus de jeunes, d'anciens, etc. Et donc finalement les élections qui ont lieu tous les 5 ans, mais pour les présidentielles, mais qui ont parfois lieu tous les ans si on prend les autres élections, c'est un peu des sondages grandeur nature, où à chaque élection, on a comme ça un sondage des millions de votants, voire même de ceux qui ne votent pas, et que ça permet finalement d'établir un petit peu une radiographie de la société française. Et on a vu comme ça, voilà, par exemple en ville, les fronts écologistes monter dans des quartiers qu'on dit parfois boboisés ou gentrifiés. Voilà, donc ça permet de voir comme ça des tendances de la société, en France, hein, mais aussi ailleurs dans le monde, puisque on vote partout dans le monde, ou pratiquement partout dans le monde. Donc dans des pays où il n'y a pas d'institut de sondage, où il y a assez peu d'enquêtes, etc., finalement, cartographier les votes permet aussi parfois de montrer comment, notamment quand il y a du vote ethnique, enfin des votes qui sont très basés sur des communautés ou des religions, de voir un peu les rapports de force dans ces pays, etc. Et donc c'est très important pour voir ces évolutions. Et puis du coup, pour travailler à la démocratie, puisque évidemment les élections c'est souvent l'enjeu majeur de la démocratie, et en travaillant sur ces cartes, on peut parfois voir la mobilisation des femmes, la mobilisation des jeunes, enfin toute une série de critères qui permettent d'étudier assez finement, notamment par exemple il y a aussi les inscriptions électorales qui sont très importantes, puisqu'avec les cartes électorales et les listes électorales, on peut aussi savoir, par exemple, une nouvelle fois, si les jeunes se mobilisent, si les femmes vont se mobiliser, dans quels endroits elles vont se mobiliser. Enfin voilà, donc du coup, ça permet d'avoir quand même des bases de données extrêmement importantes à travailler ensuite. Mais justement, est-ce que ça nourrit ton œuvre? Parce qu'on voit qu'il y a quand même des héroïnes du quotidien, des personnages forts et qu'il y a quand même beaucoup de questions sociales et sociétales qui sont soulevées. Donc toutes ces recherches, elles t'influencent encore aujourd'hui? Elles t'aident à trouver des choses dans tes histoires? Là, je vais parler de la recherche en géographie électorale, qui est quand même une niche très pointue, mais il faut bien voir, quand on est chercheur, on travaille généralement sur des choses extrêmement pointues, parce que pour être spécialiste, celui qui va être chercheur sur le cancer, il ne va pas trouver le remède contre le cancer à lui tout seul. Il va travailler sur un tout petit domaine extrêmement pointu, dans lequel il sera peut-être le meilleur spécialiste du monde, où il y en aura 5 dans le monde qui travailleront. Mais la recherche, ça fonctionne comme ça. Donc moi, la géographie électorale, c'est quand même une niche. On n'est pas beaucoup dans le monde à faire ça, mais à notre petit domaine, on arrive à avancer. Après, derrière la géographie électorale, il y a la démocratie,
il y a la paix dans le monde, il y a la façon dont la citoyenneté aujourd'hui évolue. Donc ces questions-là, elles sont évidemment beaucoup plus larges. Et oui, ces questions-là, elles sont présentes dans mes romans, en particulier la question de la citoyenneté ou de la relation entre la citoyenneté et la nationalité, par exemple. Donc il y a toutes ces questions-là, et c'est vrai qu'avoir été chercheur en sciences sociales, moi je dirigeais un laboratoire CNRS où il y avait des historiens, des sociologues, des économistes, enfin à peu près toutes les disciplines des sciences sociales. Oui, ça aide à avoir, j'espère, au moins aller lire des documents, par exemple quand je travaille sur le Rwanda, ou que dans l'autre roman je travaille sur la Guadeloupe, bah oui, je vais lire, je me rends en Guadeloupe, c'est très dur, hein, mais je me rends en Guadeloupe quand même. Et comment dire, je vais rencontrer les gens, je vais prendre des photos, je vais essayer de comprendre sur place ce pays. Mais par contre, je vais aussi lire énormément de documents. Je prends un exemple sur la Guadeloupe. Mettons qu'on veuille parler de la violence domestique, qui est très importante, mettons qu'on veuille parler de l'alcoolisme, qui est très important, qu'on veuille parler de l'homophobie. Bah, toutes ces choses-là, c'est pas parce que vous allez aller en Guadeloupe en tant que plus ou moins touriste ou écrivain qui veut écrire qu'on va vous ouvrir les portes des foyers ou que vous allez voir de vos yeux la violence de maris ivres qui vont frapper leurs femmes. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a des sociologues qui ont travaillé, parce qu'il y a des travaux et qu'en les lisant, eh bien, on va aussi se faire une idée. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu, moi je trouve, c'est un peu un mythe, l'écrivain qui va aller avec son sac à dos et qui va aller comme ça comprendre un territoire. Ouais. C'est nécessaire, mais moi je revendique aussi que pour comprendre, eh ben, il faut du fond. Et l'histoire, même les gens qui habitent un lieu, généralement ne connaissent pas leur histoire. Vous allez voir des jeunes en Guadeloupe et vous leur parlez de l'esclavage, ils n'en ont aucune idée. Ils ne vont pas être capables de vous citer les dates de l'esclavage, etc. Ils ont effectivement une... C'est important de connaître leurs émotions par rapport à ça. Mais si vous voulez vraiment connaître les choses, il faut retourner vers les livres d'histoire. Ouais. Voilà, donc c'est un équilibre entre un petit peu tous ces éléments, des éléments visibles, des éléments sensoriels et des éléments qui vont être plus scientifiques. Aussi, tu es vraiment un conteur d'histoire et on sait à quel point la place du suspense est importante dans ton œuvre. C'est quoi un bon twist littéraire ? Oui, moi ça je revendique d'être un raconteur d'histoire. Ouais. Depuis le début, moi j'ai toujours voulu être un raconteur d'histoire. Je ne savais pas si je pouvais être un écrivain ou faire de la littérature, c'était des mots, des gros mots. Par contre, raconteur d'histoire, oui, ça je savais ce que ça veut dire raconter une histoire, que ce soit à l'écrit, que ce soit même avec des amis, ou même quand j'étais prof, hein, si on veut intéresser un amphi d'étudiants à une discipline comme la géographie qui est parfois présentée comme un peu rébarbative, il faut raconter des histoires. Il faut entraîner les gens, les étudiants et grâce à ces histoires, vous allez les faire s'interroger sur un certain nombre de questions. Donc oui, ça je le revendique, raconteur d'histoire. Et donc... un bon twist littéraire. Oui, c'est ça. Le principe de raconter une histoire, c'est quand même de manier le suspense, de manier le rebondissement. Si on se reporte à l'origine de la narration des histoires, donc qui était orale, je sais pas, la Grèce antique ou même avant, quand des hommes préhistoriques se réunissaient au coin du feu pour discuter de leurs exploits de la chasse, eh bien, dès qu'on raconte une histoire, on va se mettre en scène, on va exagérer, on va mettre un peu de suspense, voilà, c'est le principe de toute histoire, c'est de mettre de l'émotion. Et là, tu as déjà l'idée d'un prochain twist ? Ou d'une prochaine histoire ? Oui, bien sûr. Oui, là... T'es pas à court. Non, parce qu'en fait, ça va finalement assez vite, l'idée d'un twist ou l'idée d'une astuce. Parfois, ça peut être un début étonnant. Parfois, ça peut être vraiment un twist, donc une astuce de scénario. Et ça peut prendre même, à la limite, 5 minutes. Je dirais même presque, ça peut prendre 30 secondes. Enfin, voilà, c'est le flash. Ça pourrait faire une bonne idée de roman. Donc voilà, ça peut être très court. Et après, l'écrire, ça peut demander au moins 1 an d'écriture, mais parfois 20 ans pour cogiter. Enfin, moi, souvent, mes romans, ils sont anciens. Donc très longtemps pour se dire, qu'est-ce que je fais maintenant de ce twist, où ça va se passer, avec quel personnage, etc. Mais oui, j'ai pas mal de twists en stock. L'enfance, l'adolescence sont très présents dans tes livres et on se demande un peu quel enfant était Michel Bussy. Je suis toujours un enfant, je crois. Voilà, donc j'ai répondu. Voilà. Non, quel enfant j'étais ? Je pense que... Alors, j'étais plutôt un enfant qui lisait. Ma mère était institutrice, donc il y avait des livres à la maison.
Voilà, puis j'étais plutôt bon à l'école, donc c'est vrai que quand on est dans un tout petit village, plutôt premier de sa classe, avec la maman institutrice du village, on est vite repéré comme voilà, comme pas le chouchou, mais enfin celui qui, voilà, qui cumule un petit peu le côté premier de la classe. Donc comme moi j'aimais beaucoup être dans les livres, j'aimais beaucoup être, inventer des histoires, etc., ça avait peut-être une tendance à m'isoler, forcément. Et j'ai toujours lutté contre ça pour être aussi avec les copains, pour pouvoir jouer avec eux. Et donc, très vite, les histoires m'ont servi aussi à les amuser, à les intéresser. Alors, il y avait les histoires, mais il y avait aussi les blagues qu'on pouvait faire, je ne sais pas, un peu plus tard au collège, des blagues sur les profs, des choses comme ça. Donc, très vite, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de double, c'est-à-dire l'envie d'être tout seul pour lire et des choses dont je n'allais pas du tout partager ça avec mes copains parce qu'ils ne lisaient pas spécialement ou Jules Verne ou même des choses plus voilà, pas les fans de La Fontaine quand j'avais 8 ans, bon, je n'allais pas partager ça, enfin voilà, c'est des choses qu'on se dit, bon bah c'est pour moi, uniquement pour moi. Et puis d'un autre côté, il y avait ce côté... pour être accepté, la littérature, ça sert aussi, raconter des histoires, ça sert aussi à amuser, à passionner, et c'est vrai que ça a marché très bien. Comment on réussit à fictionner ce fait historique au Rwanda et en même temps à s'approprier un tel sujet? Est-ce que c'est finalement le rôle des écrivains? Oui, moi je crois qu'il faut y aller à fond et avec sa propre, son propre art. Enfin, moi, ce que je sais faire, c'est mon 27e roman, donc ce que j'ai l'impression de savoir faire, c'est de manipuler le suspense, de manipuler, de créer des rebondissements, donc de tenir le lecteur de la première page à la dernière. C'est ce que je sais faire, a priori. Voilà, au fur et à mesure, on voit ce qu'on sait faire, ce qu'on sait moins bien faire. Ça, je sais le faire et je sais que je peux entraîner beaucoup de lecteurs parce que je vais créer un rythme, je vais créer une tension dans mon livre. Donc, quand j'attaque le génocide des Tutsis au Rwanda, je ne me dis pas je vais faire une fresque historique, je ne me dis pas je vais faire un documentaire, je vais faire un récit à texte, je me dis je vais faire un thriller. Et ce thriller, il aura pour cadre le génocide des Tutsis avant, pendant, après. Et quand je dis qu'il faut y aller à fond, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit voilà, il y aura du twist, il y aura du rebondissement. Peut-être que certains trouveront ça too much ou un peu rocambolesque. D'autres diront c'est génial parce que j'apprends plein de trucs et en plus, ça m'a retourné la tête. Bon, c'est pas grave. Il faut y aller avec ses convictions. Moi, je prends toujours, par exemple, Benigni et La Vie est belle sur les camps de concentration, qui parlent d'un autre génocide, celui des Juifs dans les camps de concentration. Quand Benigni se dit, je vais faire une comédie dans les camps de concentration avec un héros qui se transforme en clown pour faire rire son fils dans les camps, il y va à fond. Il se dit, voilà, je le joue comme ça, et ça donne pour moi un chef-d'œuvre absolu du cinéma parce qu'il arrivait à traiter des camps de concentration autrement, avec un autre regard, et on voit toute la sincérité de son propos. Et voilà. Et peut-être que certains ont pu être choqués, ou peut-être que certains sont passés à côté de ce film, c'est pas grave, mais en tout cas, évidemment, un très très grand nombre de gens ont été émus et ont réfléchi à ce génocide autrement. Et donc voilà, moi, mon art, c'est pas la comédie, c'est de traiter un thriller, je pense que c'est un thriller. Et du coup, voilà, je me suis dit, je ne me pose pas de questions. Après, évidemment, les faits historiques sont les faits historiques. Il ne s'agit pas de dire des choses qui sont fausses, bien entendu. Donc, il faut respecter les faits historiques, il faut travailler avec les meilleurs spécialistes, il faut choisir ses mots, etc. Ça, bien entendu, c'est le b.a.-ba, voilà. Et justement aussi, ton avant-dernier livre, Les Assassins de l'Aube, est aussi un thriller. Tu nous emmènes en Guadeloupe et on voit encore une fois qu'il y a l'art de la manipulation, du suspense, des faux-semblants. Tout ça aussi sur fond de fracture sociale. D'où te vient ce goût pour les faux-semblants, la manipulation et tout ce que tu arrives à mettre dans tes livres? Alors ça, je ne sais pas. Alors c'est vrai que Les Assassins de l'Aube, ils se déroulent en Guadeloupe. Là, on va être sur un thriller contemporain avec un tueur en série et une équipe de police de Pointe-à-Pitre qui va essayer de coincer ce tueur en série avant que l'île ne devienne explose tous les manifestations. Mais il y a un fond d'esclavage. En tout cas, à travers ce roman, évidemment, je reviens sur l'esclavage et sur comment ça s'appelle là-bas, la profitation, c'est-à-dire le fait que grande partie de la richesse est capté par une petite partie de la population qui sont généralement les descendants d'esclavagistes. Bon, voilà, donc il y a ce fond-là, mais on est sur un thriller. Alors sur les faux-semblants, je sais pas, moi c'est vrai que je raconte parfois que j'ai mes
tenterai de lire des romans policiers souvent, mais j'ai eu une révélation en lisant Agatha Christie. C'était Mort sur le Nil, le premier que j'ai lu. J'en ai lu depuis une cinquantaine au moins d'Agatha Christie, mais je dois avoir 10 ans peut-être. Et en lisant Mort sur le Nil, je me suis dit, voilà, peut-être ce que j'ai envie d'écrire. C'est-à-dire qu'à la fois, elle me racontait une histoire, Agatha Christie. On était en Égypte, on était sur un bateau de croisière, on remontait le Nil. Donc tout ça déjà était, on me racontait déjà une histoire. Voilà, un jeune couple qui se marie, etc. Bon, formidable. Et après, il y a ce meurtre, il y a cette enquête, il y a Poirot. Et je me dis, à la fois, j'adore lire ce livre. À la fois, je me dis, mais qui a tué, etc. Et à la fois, je me dis, elle est en train de jouer avec moi. C'est-à-dire qu'il y a ce dialogue, ces personnages qui parlent. En fait, ils parlent entre eux dans le roman. Mais ils sont en train de me parler à moi, ils sont en train de me dire, ou c'est Agatha Christie qui me parle en disant, là je veux te faire croire que c'est lui qui a tué, mais en fait donc c'est sûrement pas lui, ou alors peut-être que c'est quand même lui et que justement... Et là je me suis dit, c'est génial parce que ça crée non seulement ce que j'adore dans les livres, c'est-à-dire je suis parti en Égypte, je suis au bord des pyramides, donc ce que propose la littérature, de l'évasion, de l'émotion, etc. Mais en plus, il y a une dimension ludique, il y a une dimension d'interaction, il y a presque, je dirais presque une mise en abîme, en se disant quel est le statut de ce que je lis. C'est à la fois on raconte une histoire, mais à la fois voilà, les mots ont un double sens ou un triple sens. Voilà. Et ça, je me suis dit, ça c'est extraordinaire ça. Et donc, quelque part, j'ai eu envie de faire ça. Je me suis dit, ça c'est quand même très fort d'arriver à se dire que, notamment, ce qui est l'art du twist, c'est dire que les gens lisent un livre, se font avoir à la fin, se disant waouh, et ont une envie, c'est de relire le livre. Non pas forcément parce qu'ils ont tellement aimé le livre qu'ils ont envie de revivre la telle émotion, de se dire, je le lis parce que je vais peut-être lire une autre histoire. Et tu comptes, t'as le temps de lire encore aujourd'hui? Oui, je reste un lecteur, alors pas autant, mais oui, j'essaye de lire beaucoup. Ouais. Et tu aurais un livre que tu pourrais nous recommander, que tu as lu récemment? Ça peut être aussi un livre comme un Agatha Christie, plus ancien. Ouais. Allez, je vais en donner un, parce que j'ai lu beaucoup cet été. Je vais dire Dernier cri d'Hervé Comer. Donc c'est un polar, voilà. Je ne lis pas que des polars, loin de là, mais là j'avais envie de lire un polar. Donc Dernier cri, Hervé Comer, c'est un auteur de romans policiers, mais pas que. Et Dernier cri, ça se passe à Elbeuf, dans une petite ville normande à côté de chez moi, qui est une ancienne ville textile où le textile a périclité. Et c'est un roman donc un pur thriller, mais c'est en fait quelqu'un qui est recherché, qui va devoir changer d'identité, et pour enquêter, il va devoir intégrer un groupe de travailleurs, de nettoyeuses, essentiellement des femmes d'ailleurs, qui vont nettoyer dans les grands groupes, dans les grandes sociétés, généralement très tôt le matin, et qui doivent partir dès que les premiers travailleurs arrivent, et donc ils choisissent ce métier pour pouvoir entrer justement dans une usine qui soupçonne, et donc ça joue autour du textile, donc à la fois les entreprises de textile on fait bosser des enfants donc en Asie, mais aussi des entreprises qui pourraient apparaître plus propres en France. Voilà. Et donc tout tourne autour de l'industrie du textile, donc c'est à la fois très actuel, on apprend beaucoup de choses aussi sur cette industrie du textile, sur l'idée que voilà, on produit beaucoup trop de vêtements, voilà, et ça reste un thriller extrêmement addictif. Si je reviens sur les Assassins de l'Aube, dans ce livre, en fait, au travers de ces meurtres au harpon, on se rend compte aussi de toutes les inégalités sociales qui existent encore en Guadeloupe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit du passé colonial de la Guadeloupe et de son actualité? Les îles qui se sont peuplées à cause de l'esclavage, donc notamment une grande partie des Antilles, mais en particulier la Guadeloupe et la Martinique, c'est 90-95% de la population qui est issue de l'esclavage. Voilà, les populations indigènes ont en grande partie disparu, donc ça veut dire que pratiquement tous les Guadeloupéens ont un ancêtre qui était esclave, donc qui arrivait les faire au pied. Donc c'est quand même très particulier, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'esclavage a été aboli, donc en 1848, on a dédommagé les propriétaires fonciers. Donc on a affranchi les esclaves, mais qui n'avaient rien, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient même pas de nom d'ailleurs, ils n'avaient rien, et d'un autre côté, on a dédommagé en disant les propriétaires fonciers, pour pouvoir continuer de produire de la canne à sucre, etc., on leur donner de l'argent. Donc ça veut dire qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, en gros, moins de 10% de la population possédait 90-95% de l'île, des terres, de la richesse, etc. Et à l'inverse. Et c'est notamment Thomas Piketty qui montre ça très bien. Et donc il dit c'est pratiquement des cas uniques où finalement la totalité de la richesse est prise par une toute petite proportion de la population. Donc finalement, même si aujourd'hui les choses
petit à petit se régule, même si on réduit ces écarts de richesse, on part d'une situation qui est tellement inégalitaire, qui est tellement caricaturale, que ça ne peut que générer des rancœurs, que générer des enjeux, et on parle souvent voilà, des béquets qui vont avoir un monopole sur notamment les biens commerciaux, etc., donc avec des produits qui vont être plus chers en Guadeloupe, etc., mais pas oublier que c'est le produit de l'histoire et que c'était le produit de cette inégalité originelle, et donc bah, voilà, donc ça c'est important de le rappeler à un moment donné, et ça n'est, alors bien entendu il y a des rancœurs psychologiques, sociologiques, l'idée qu'évidemment quand on a ce traumatisme de l'esclavage, bah, on peut avoir du mal à recevoir des ordres d'un patron, qui plus est s'il est d'une autre couleur de peau. Enfin, voilà, tout ça, évidemment, doit être intégré à la... Voilà, on peut avoir du mal même à obéir à un médecin, enfin, etc. Donc, on peut avoir d'autres formes de hiérarchie ou de croyance. Mais au dehors de ça, c'est quand même, je le crois, enfin... l'enjeu économique qui reste majeur, et évidemment bah, quand vous avez pas de quoi vous loger, peu de quoi manger, peu de formation, bah, ces inégalités perdurent évidemment, et là bah, quelque part c'est quand même l'État français qui est responsable clairement, puisque une nouvelle fois c'est quand même l'État français qui à un moment donné a décidé qu'une grande partie de l'économie naîtrait de l'esclavage, donc quelque part c'est aussi à l'État d'assumer son passé. Enfin voilà, ça fait partie de notre histoire d'avoir créé ce type de structure économique déséquilibrée, et bah, c'est pas la faute des gens, même si on peut dire qu'évidemment il faut sortir du passé, etc. Mais enfin les structures économiques, elles sont quand même là. Justement, pour finir, j'aimerais bien te demander quel regard tu portes sur l'état de la démocratie dans le monde. Grande question. Grande question. Grande question. En 3 points. En 3 points. Non, alors non, c'est une belle question. Moi, alors quand on est à la fac, on rentre comme maître de conférence, et puis après, pour devenir professeur, donc professeur, c'est mieux que maître de conférence. Il faut non pas faire une thèse, mais une HDR, une habilitation à diriger des recherches, donc c'est ce qu'on appelait avant la thèse d'État, donc c'est un très gros volume, généralement on fait ça quand on a 10 ans de recherche à la fac, donc on publie une nouvelle thèse voilà, devant d'éminents spécialistes. Et moi j'ai choisi de faire cette habilitation sur la démocratie dans le monde, en gros la géographie de la démocratie dans le monde. Et on était au début des années 2000, et à ce moment-là, au début des années 2000, on pensait que, globalement, qu'on irait vers une sorte de citoyenneté mondiale. C'est-à-dire que avec la mondialisation économique, avec l'essor des réseaux, d'Internet, etc., tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, et donc que finalement naîtrait une citoyenneté mondiale, et que petit à petit les États-nations diminueraient, limite tout le monde parlerait anglais, les ados joueraient aussi bien en réseau avec un copain au Brésil ou en Chine, et que finalement les frontières ne serviraient plus à rien, qu'il n'y aurait plus d'États-nations, que tout ça allait disparaître au profit d'un monde global. Voilà. Et je pensais ça aussi avec d'autres spécialistes en disant voilà. Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on se retrouve là en 2025 avec une situation qui est inverse, c'est-à-dire jamais les nationalistes n'ont été aussi forts depuis sans doute la période avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc depuis les années 1930. Voilà, on le voit partout évidemment en Europe, les nationalismes qui montent, et même en dehors d'un certain nombre de dirigeants qui objectivement se revendiquent nationalistes ou souverainistes, etc., le débat est essentiellement tourné vers la défense des intérêts nationaux, plus ou moins d'immigration, etc. Mais le débat politique est orienté autour de ça. Et il est pratiquement impossible de faire émerger dans le débat, du moins d'une façon positive, la mondialisation. Pratiquement impossible, c'est-à-dire on est là, si c'est l'agriculture, c'est la défense des agriculteurs français contre le Mercosur ou contre tous les autres agriculteurs du monde. Enfin, quelque part, il n'y a aucun élu français ne peut quasiment prendre la parole quelque part, si je caricature, en disant en fait l'enjeu ça va être un enjeu mondial. Donc finalement, je me présente devant vous, chers compatriotes, en vous disant qu'il va falloir tous qu'on baisse notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat, etc. Parce que peut-être que c'est en élevant le niveau de vie des pays pauvres que la Terre s'en portera mieux. Aucun homme politique ou femme politique ne peut dire ça, ne peut dépasser le cadre national du débat.
Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça c'est quelque chose, et finalement, c'est la démocratie qui l'a imposé, puisque les élections sont des élections qui se déroulent dans un cadre national, que les élections reines sont systématiquement des élections nationales, soit pour élire un président, soit pour élire un Premier ministre, donc enfin issu d'une assemblée nationale. Donc en fait, dans chaque pays, le débat devient un débat presque uniquement national. Et ça, c'est la démocratie qui l'a imposé, paradoxalement. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de suivre la chaîne de Loopsider et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Les livres de Michel Bussy sont à retrouver sur le site lisez.com et ils sont en version audio sur lizy.audio.